Le 14 mars 1823, le docteur Pierre Lavergne arriva à Saint-Affrique par une matinée brumeuse qui enveloppait les collines de l'Aveyron. Il venait remplacer le médecin local, mort subitement 3 semaines plus tôt dans des circonstances que personne ne voulait vraiment évoquer. Sa calèche s'arrêta devant l'auberge du Cheval Noir où l'attendait le maire, un homme massif aux favoris grisonnants nommé Auguste Delmas. « Docteur Lavergne, je dois vous parler de l'orphelinat Sainte-Marguerite avant que vous ne commenciez vos consultations. Il y a des choses que vous devez savoir. » Le maire semblait mal à l'aise. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table de chêne. « Votre prédécesseur, le docteur Moreau, avait commencé à poser des questions dérangeantes avant sa mort. Des questions sur les enfants de l'orphelinat. L'orphelinat Sainte-Marguerite se dressait à 2 kilomètres du bourg, une ancienne commanderie templière reconvertie en refuge pour les orphelins après la Révolution. Les murs épais de pierre grise dominaient la vallée, et les rares visiteurs qui s'y rendaient en revenaient toujours avec une impression de malaise diffus. La directrice, Mère Célestine, une femme d'une 50aine d'années au visage sévère, encadrée par une cornette immaculée, dirigeait l'établissement depuis 1815. « Quel genre de questions posait le docteur Moreau ?» demanda Lavergne en sirotant son café. Le maire hésita, puis se pencha vers lui. Il avait remarqué quelque chose d'étrange dans les registres paroissiaux. Aucun enfant de l'orphelinat n'avait jamais dépassé l'âge de 7 ans. Pas un seul en 8 années. Ils mouraient tous quelques jours avant ou après leur 7e anniversaire. Le docteur Moreau trouvait cela statistiquement impossible. Lavergne fronça les sourcils. La mortalité infantile était certes élevée à cette époque, mais une telle régularité défiait toute logique médicale. Il décida de se rendre à l'orphelinat dès le lendemain pour examiner les enfants et consulter les archives. L'orphelinat abritait 23 enfants âgés de quelques mois à 6 ans et demi. Mère Célestine l'accueillit avec une politesse glaciale qui masquait mal son hostilité. « Le docteur Moreau nous a déjà causé suffisamment d'ennuis avec ses théories absurdes. J'espère que vous serez plus raisonnable. » Lavergne commença ses examens dans le dortoir des plus jeunes. Les enfants étaient maigres mais pas dénutris, silencieux mais pas maltraités en apparence. Ce qui le frappa immédiatement fut leur regard vide, comme si quelque chose en eux s'était éteint prématurément. Une petite fille de 6 ans, Marie, s'approcha de lui timidement. « Monsieur le docteur, est-ce que vous allez nous aider ? Les autres docteurs ne restent jamais longtemps. » « Les autres docteurs ?» interrogea Lavergne. Marie baissa la voix. Celui d'avant le docteur Moreau, il est parti très vite. Il disait que cet endroit était maudit. Et celui d'encore avant, il est tombé malade, et il est mort. Sœur Agnès, une jeune religieuse au visage doux qui assistait Mère Célestine, intervint rapidement. Marie raconte des histoires. Les enfants ont beaucoup d'imagination. Mais ses mains tremblaient légèrement en ramenant la petite fille vers son lit. Dans l'après-midi, Lavergne demanda à consulter les registres de l'orphelinat. Mère Célestine tenta de s'y opposer, prétextant qu'ils étaient confidentiels, mais le maire Delmas qui l'accompagnait insista. Les documents révélèrent une réalité glaçante. Depuis 1815, 47 enfants étaient morts à l'orphelinat, tous entre 6 ans et 11 mois et 7 ans et 1 mois. Les causes de décès variaient, fièvre, accident, maladie pulmonaire, mais l'âge restait invariablement le même. Le soir même, alors que Lavergne dînait à l'auberge, un vieil homme s'approcha de sa table. C'était Gaston Dupré, le fossoyeur du village, un homme voûté par les années mais dont les yeux brillaient d'une vivacité surprenante. « Vous enquêtez sur l'orphelinat, n'est-ce pas, docteur ? J'ai enterré tous ces pauvres petits. Mais il y en a un qui n'est pas mort. Un seul qui a échappé à la malédiction. » Lavergne se redressa, intrigué. Qui était-ce ? François Mercier. Il a eu 7 ans en janvier 1820. Tout le monde s'attendait à ce qu'il meure comme les autres, mais 3 jours avant son anniversaire, son oncle est venu le chercher. Il avait fait fortune aux Amériques et il est revenu pour récupérer le fils de sa sœur. Le gamin vit maintenant à Rodez. Il a 10 ans aujourd'hui. Cette information changeait tout. Si un enfant avait survécu en quittant l'orphelinat avant ses 7 ans, cela suggérait que le danger était lié au lieu lui-même et non à une maladie contagieuse. Lavergne décida de se rendre à Rodez
pour interroger François Mercier. Le voyage lui prit une journée entière. Il trouva l'oncle, Jean-Baptiste Mercier, dans une belle maison bourgeoise près de la cathédrale. L'homme, un quinquagénaire prospère, l'accueillit avec méfiance jusqu'à ce que Lavergne explique le but de sa visite. François était mon seul héritier. Quand j'ai appris que ma sœur était morte en couche et que son fils était à l'orphelinat, j'ai mis 3 ans à revenir de Louisiane. Quand je suis arrivé à Saint-Affrique, le curé m'a pris à part. Il m'a dit de prendre l'enfant immédiatement, sans poser de questions. Il avait peur, je l'ai vu dans ses yeux. François, un garçon de 10 ans vif et en bonne santé, fut appelé. Quand Lavergne mentionna l'orphelinat, l'enfant pâlit. Je me souviens des cauchemars. Toutes les nuits, on faisait les mêmes rêves, des ombres qui venaient nous chercher. Et puis il y avait les chants. « Quels chants ?» demanda Lavergne. Mère Célestine nous faisait chanter en latin tous les soirs, des chants étranges qui n'étaient pas des prières normales. Elle disait que c'était pour notre protection, mais après les chants, on se sentait toujours très fatigué, comme vidé. De retour à Saint-Affrique, Lavergne décida de surveiller discrètement l'orphelinat la nuit. Il se posta dans les bois qui bordèrent le bâtiment, muni d'une longue vue. Vers minuit, il vit de la lumière dans la chapelle attenante à l'orphelinat. Des silhouettes en robes sombres s'y dirigeaient. Il reconnut Mère Célestine, mais aussi plusieurs notables du village, dont le notaire Maître Reynaud et le marchand de Grimbourges. Les fenêtres de la chapelle étaient trop hautes pour voir ce qui s'y passait, mais Lavergne entendait distinctement des chants en latin. Ce n'étaient pas des prières chrétiennes ordinaires. Les mots qu'il parvenait à saisir évoquaient des invocations anciennes, antérieures au christianisme. Le lendemain, il se rendit chez le curé, l'abbé Thomas, un homme âgé qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Quand Lavergne lui parla de ses observations, le prêtre ferma soigneusement la porte de son presbytère. « Docteur, il y a des choses dans ce village qui remontent à bien avant l'arrivée du Christ en ces terres. L'orphelinat était une commanderie templière, mais avant cela, c'était un lieu de culte païen. Les Romains y adoraient Saturne, et avant eux, les Gaulois y pratiquaient des rites que je préfère ne pas nommer. Vous suggérez que Mère Célestine pratique des rituels païens ?» L'abbé Thomas soupira profondément. En 1815, quand elle est arrivée, le village subissait une terrible sécheresse. Les récoltes mouraient, le bétail dépérissait. Elle a proposé une solution. Elle a dit qu'elle connaissait des moyens anciens pour apaiser la terre. Le maire de l'époque, le père de Delmas, était désespéré. Il a accepté. Et la sécheresse s'est terminée ? 3 jours après son arrivée, la pluie est tombée. Les récoltes ont été sauvées. Mais le prix était les enfants. Un pacte avait été scellé. 7 années de vie contre la prospérité du village. Les notables le savaient, ils ont accepté ce marché démoniaque. Lavergne comprenait maintenant l'ampleur de la conspiration. Le village entier, ou du moins ses dirigeants, était complice d'un infanticide ritualisé. Il fallait des preuves irréfutables pour faire cesser cette horreur. Il retourna à l'orphelinat sous prétexte d'examiner un enfant malade. C'était le petit Jules, qui aurait 7 ans dans 2 semaines. L'enfant était terrorisé, il savait que son heure approchait. Tous les enfants le savaient. C'était un secret partagé dans les dortoirs, transmis de génération en génération d'orphelins. « Docteur, je ne veux pas partir comme les autres. Ils disent qu'on devient des anges, mais Thomas, qui avait 7 ans l'année dernière, je l'ai vu la nuit où il est mort. Ils l'ont emmené à la chapelle. Il pleurait, il suppliait. Et puis on ne l'a plus jamais revu. » Sœur Agnès entra dans l'infirmerie à ce moment. Elle était pâle, ses yeux étaient rougis comme si elle avait pleuré. « Docteur Lavergne, je dois vous parler. »« Mais pas ici. » Ils se retrouvèrent dans le jardin potager, loin des oreilles indiscrètes. Agnès, qui n'avait que 22 ans, tremblait de tout son corps. « Je ne peux plus supporter cela. Je suis arrivé il y a 6 mois, je ne savais rien. Mais maintenant je sais. Mère Célestine n'est pas une vraie religieuse, elle a usurpé cette identité. Son vrai nom est Marguerite Lascaux. Elle vient d'une famille qui pratique les anciens cultes depuis des générations. Que fait-elle aux enfants ?» Agnès éclata en sanglots. Le rituel du 7e anniversaire. Elle prétend que c'est nécessaire pour maintenir l'équilibre, pour que la terre reste fertile et que le village prospère. Les enfants sont sacrifiés. Leur force vitale est offerte aux anciennes divinités de la terre. C'est pour cela qu'aucun ne dépasse 7 ans. C'est l'âge où l'innocence est la plus pure,
où l'énergie vitale est la plus forte. Où sont les corps? Il y a une crypte sous la chapelle, des catacombes qui datent de l'époque romaine. C'est là qu'ils sont enterrés, dans des niches creusées dans la roche. Mais personne n'ose y descendre, sauf Mère Célestine et ses complices. Lavergne savait qu'il ne pouvait pas agir seul. Le maire, le notaire, les notables étaient tous impliqués. Il lui fallait des alliés extérieurs au village. Il écrivit au préfet à Rhodes, détaillant ses découvertes, mais il savait que la lettre mettrait du temps à arriver et que la réponse serait encore plus longue. Entre-temps, Jules n'avait plus qu'une semaine avant son anniversaire. Lavergne ne pouvait pas attendre. Il décida de former une alliance improbable avec ceux qui, dans le village, s'opposaient secrètement à ces pratiques, mais n'osaient rien dire par peur. L'abbé Thomas fut le premier à se joindre à lui. « J'ai gardé le silence trop longtemps. Ma lâcheté a coûté la vie à des dizaines d'innocents. Il est temps d'agir. » Le forgeron, Baptiste Roux, un colosse taciturne dont le propre neveu était mort à l'orphelinat 3 ans plus tôt, accepta aussi de les aider. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. Mon frère a essayé de récupérer son fils avant ses 7 ans, mais on lui a dit que c'était impossible, que l'enfant était trop malade pour être déplacé. 2 jours plus tard, le petit était mort. La femme du boulanger, Margot Fabre, dont la sœur avait travaillé à l'orphelinat avant de mourir mystérieusement, apporta des informations cruciales. Ma sœur avait écrit un journal. Elle y décrivait les préparatifs pour les rituels. Les enfants choisis recevaient une nourriture spéciale pendant les semaines précédant leur anniversaire, des herbes qui les rendaient dociles, malléables. Sœur Agnès, malgré sa peur, accepta de voler la clé de la crypte. « Je sais où Mère Célestine la cache. Si vous pouvez prouver ce qui se passe là-dessous, même les complices ne pourront plus nier. » La nuit du 20 mars, 5 jours avant l'anniversaire de Jules, le petit groupe se retrouva près de la chapelle. Agnès avait réussi à subtiliser la clé et à verser un somnifère dans le vin du dîner des religieuses. L'orphelinat dormait profondément. La porte de la crypte se trouvait derrière l'autel, dissimulée sous une dalle de pierre. Quand ils la soulevèrent, une odeur de moisi et de mort s'échappa des profondeurs. Les marches de pierre usées descendaient dans l'obscurité totale. À la lueur des torches, ils découvrirent un spectacle d'horreur. Les murs étaient couverts de niches, chacune contenant les restes d'un enfant. Mais ce n'était pas de simples sépultures. Les corps étaient disposés selon un motif précis, formant un cercle autour d'un autel central couvert de symboles païens. Sur l'autel, ils trouvèrent un grimoire relié en peau humaine. L'abbé Thomas, malgré sa répulsion, le feuilleta. C'est un livre de rituels pré-chrétiens. Il décrit le pacte de sang, le sacrifice des innocents pour nourrir les esprits de la terre. Selon ce texte, tous les 7 ans, 7 enfants de 7 ans doivent être offerts pour renouveler le pacte. Baptiste compta les niches. 42 corps, 6 cycles de 7. Cette année est la 7e depuis 1815. Le cycle doit être complété. Ils entendirent soudain des pas au-dessus d'eux. Quelqu'un entrait dans la chapelle. Agnès pâlit. « C'est impossible, elles devraient toutes dormir. » Une voix froide résonna dans l'escalier. « Sœur Agnès, je sais que vous êtes là. Et vous aussi, docteur Lavergne. Croyez-vous vraiment que je ne surveille pas mes affaires ?» Mère Célestine descendit lentement, accompagnée du maire Delmas et de 2 hommes armés. Son visage habituellement impassible était déformé par la colère. « Vous ne comprenez rien aux forces en jeu ici. Sans ces sacrifices, cette terre redeviendrait stérile. Les récoltes mourraient, la famine reviendrait. Ces enfants orphelins, sans famille, sans avenir, servent un but plus grand. Leur mort nourrit la vie de centaines d'autres. » L'abbé Thomas s'avança, brandissant sa croix. « Vous blasphémez. Aucune vie n'a moins de valeur qu'une autre. Votre pacte avec les ténèbres se termine ce soir. » Mère Célestine ricana. « Un prêtre qui a fermé les yeux pendant 8 ans veut maintenant jouer les héros ? Vous saviez, l'abbé. Vous avez toujours su. » Le maire Delmas semblait mal à l'aise. « Mère Célestine, peut-être devrions-nous reconsidérer. Le docteur a écrit au préfet. Si nous continuons... » « Silence !» La femme se tourna vers ses hommes. « Enfermez-les dans la crypte. Nous dirons qu'ils ont eu un accident en explorant les vieilles caves. Personne ne les cherchera là. » Mais Baptiste Roux n'était pas homme à se laisser faire. Le forgeron chargea les 2 gardes, les envoyant valser contre le mur. Dans la confusion,
Agnès courut vers l'escalier pour chercher de l'aide, tandis que Lavergne tentait de maîtriser le maire. Mère Célestine, avec une agilité surprenante pour son âge, sortit une dague de sous sa robe. Si le pacte doit être rompu, alors que tout le village en paie le prix, elle se précipita vers l'autel, apparemment pour accomplir un dernier rituel. L'abbé Thomas l'intercepta, et dans la lutte, la dague tomba au sol. Le grimoire fut renversé, ses pages s'éparpillant sur les dalles humides. Soudain, la terre se mit à trembler. Les murs de la crypte grondaient, de la poussière tombait du plafond. Mère Célestine hurla « Vous ne savez pas ce que vous avez fait !» Sans le rituel de clôture, les esprits vont se déchaîner. Le tremblement s'intensifia. Des fissures apparurent dans les murs de la crypte. Il fallait évacuer immédiatement. Baptiste porta le maire assommé, tandis que Lavergne aidait l'abbé Thomas à remonter les escaliers. Mère Célestine, folle de rage, refusait de quitter la crypte, tentant de rassembler les pages du grimoire. Dans l'orphelinat, la panique régnait. Les enfants, réveillés par le séisme, couraient dans tous les sens. Agnès et les autres religieuses, celles qui n'étaient pas au courant de la conspiration, tentaient de les rassembler et de les évacuer. Lavergne courut au dortoir pour trouver Jules et Marie. Les deux enfants étaient terrorisés, blottis sous un lit. « Venez avec moi, vite, nous devons sortir !» Alors qu'ils traversèrent le réfectoire, une partie du plafond s'effondra. La vieille bâtisse, fragilisée par les siècles et les secrets qu'elle abritait, commençait à céder. Les enfants furent évacués dans la cour, où les villageois, alertés par le bruit, commençaient à arriver. Le maire Delmas, reprenant ses esprits, comprit que tout était fini. Le pacte est rompu. Que Dieu nous pardonne. Au petit matin, l'orphelinat n'était plus qu'une ruine fumante. Mère Célestine avait disparu dans l'effondrement de la crypte, ensevelie avec ses terribles secrets. Les enfants survivants furent temporairement hébergés chez les villageois, en attendant qu'une solution soit trouvée. L'enquête officielle qui suivit révéla l'ampleur de l'horreur. Le préfet envoya un détachement de gendarmes et un juge d'instruction. Les fouilles de la crypte effondrée permirent de retrouver les restes de 47 enfants, confirmant les soupçons de Lavergne. Le maire Delmas, rongé par la culpabilité, avoua tout. Il révéla comment sa famille et d'autres notables avaient accepté le pacte proposé par Marguerite Lascaux, alias Mère Célestine, en 1815. La femme prétendait descendre d'une lignée de prêtresses gauloises et connaître les rituels pour apaiser les esprits de la terre. Au début, nous pensions qu'il s'agissait simplement de superstition. Mais quand la pluie est revenue, quand les récoltes ont prospéré année après année alors que les villages voisins souffraient, nous avons compris que quelque chose de réel était à l'œuvre. La peur et la cupidité nous ont aveuglés. Le notaire Reynaud tenta de fuir mais fut arrêté à Milhaud. Dans ses papiers, on trouva une correspondance avec d'autres membres de ce qui semblait être un réseau plus large de pratiquants de ces cultes anciens. Des orphelinats similaires existaient dans d'autres régions de France, tous dirigés par des personnes liées à cette secte. L'abbé Thomas, accablé par sa complicité passive, demanda à être relevé de ses fonctions. Avant de quitter Saint-Affrique, il organisa une messe de requiem pour tous les enfants morts. L'église était pleine, les villageois pleuraient, conscients de leur responsabilité collective dans cette tragédie. Jules survécut à son 7e anniversaire, le premier depuis 8 ans à l'orphelinat. Sa joie était mêlée de tristesse pour tous ceux qui n'avaient pas eu cette chance. Lavergne, devenu son tuteur légal, l'emmena vivre avec lui. Le garçon montra rapidement une intelligence vive et un don pour les études. Marie fut adoptée par le forgeron Baptiste et sa femme, qui n'avaient jamais pu avoir d'enfant. Elle grandit entourée d'amour, même si les cauchemars de l'orphelinat la hantèrent longtemps. Sœur Agnès, libérée de ses vœux, épousa un jeune instituteur venu s'installer au village. Ensemble, ils ouvrirent une école pour les enfants pauvres, déterminés à leur offrir l'éducation et la protection qui avaient manqué aux orphelins. Les ruines de l'orphelinat furent rasées sur ordre du préfet. À leur place, on planta un verger, et une stèle fut érigée à la mémoire des enfants sacrifiés. Chaque année, le jour de la Toussaint, les villageois venaient y déposer des fleurs et des jouets, perpétuant le souvenir de ces innocentes victimes. Lavergne continua ses recherches sur les autres orphelinats suspects. Ces rapports permirent de démanteler 3 autres établissements où des pratiques similaires avaient cours.
Il devint un défenseur acharné des droits des orphelins, militant pour une législation plus stricte sur la protection de l'enfance. Les années passèrent, mais Saint-Affrique ne retrouva jamais vraiment sa tranquillité d'antan. Les villageois qui avaient fermé les yeux sur les disparitions portaient le poids de leur silence complice. Certains quittèrent le village, incapables de supporter le regard des autres. D'autres se consacrèrent aux œuvres de charité, tentant de racheter leurs fautes. Le nouveau curé, l'abbé Martial, un homme jeune et énergique, entreprit de purifier spirituellement le village. Il organisa des processions, bénit chaque maison et institua une journée annuelle de jeûne et de prière pour les âmes des enfants disparus. Étrangement, ou peut-être naturellement, les récoltes diminuèrent après la destruction de l'orphelinat. Rien de catastrophique, mais la prospérité exceptionnelle que le village avait connue pendant 8 ans disparut. Certains y virent la preuve que le pacte de Mère Célestine avait une réelle efficacité. D'autres préféraient y voir un simple retour à la normale après des années de chance inhabituelle. Jules, devenu médecin comme son tuteur, revint à Saint-Affrique 20 ans plus tard. Il ouvrit un dispensaire gratuit pour les pauvres dans l'ancienne maison du maire d'Elmas, mort de chagrin quelques années après le procès. Marie devint institutrice et prit la direction de l'école fondée par Agnès. Ensemble, ils veillaient à ce que plus jamais les enfants du village ne soient abandonnés ou négligés. Ils créèrent une association d'aide aux orphelins qui existe encore aujourd'hui, financée par les dons de villageois cherchant toujours à expier les péchés de leurs ancêtres. En 1845, lors de travaux de terrassement pour construire une nouvelle route, les ouvriers découvrirent une seconde crypte sous les ruines de l'orphelinat. Plus ancienne que celle découverte par Lavergne, elle contenait des ossements datant de l'époque gauloise et romaine. Les archéologues appelés sur place confirmèrent que le site avait été un lieu de sacrifice depuis l'Antiquité. Cette découverte relança les débats sur la nature du mal qui s'était emparé de l'orphelinat. Était-ce simplement la folie d'une femme manipulatrice, ou y avait-il vraiment quelque chose de surnaturel dans ces lieux? Les rationalistes préféraient la première explication, mais ceux qui avaient vécu ces événements savaient que certaines questions resteraient sans réponse. Un historien parisien, fasciné par l'affaire, vint enquêter sur place. Il découvrit dans les archives départementales que des disparitions d'enfants inexpliquées avaient été signalées dans la région depuis le Moyen Âge, toujours autour du même âge, toujours dans les mêmes circonstances mystérieuses. Le mal semblait avoir des racines bien plus profondes que ce que l'enquête officielle avait révélé. Les descendants des familles impliquées portent encore aujourd'hui le poids de cette histoire. Certains ont changé de nom, d'autres ont quitté la région. Mais à Saint-Affrique, on n'oublie pas. Les anciens racontent encore l'histoire aux plus jeunes, non pas comme une légende, mais comme un avertissement. Le mal peut prendre de nombreuses formes, et le silence complice est parfois pire que le crime lui-même. En 1873, 50 ans après les événements, un journaliste retrouva Jules, alors âgé de 57 ans et médecin-chef de l'hôpital de Rodez. L'homme aux cheveux grisonnants accepta de raconter ses souvenirs une dernière fois. « Je me souviens de chaque détail de cette nuit où le docteur Lavergne nous a sauvés. Je me souviens de la terreur qui nous habitait tous à l'approche de notre 7e anniversaire. Nous avions vu nos camarades disparaître un par un. Nous entendions parfois leurs cris depuis la chapelle. Mais nous étions des enfants, impuissants face à des adultes qui avaient de fait de nous des agneaux sacrificiels. » Il montra au journaliste une cicatrice sur son bras. Mère Célestine nous marquait tous à notre arrivée. Elle disait que c'était pour nous reconnaître, mais je pense maintenant que c'était une forme de consécration. Nous étions marqués pour le sacrifice dès notre entrée dans cet enfer. Marie, devenue Marie Roux après son adoption, dirigeait toujours l'école du village. Elle refusa de parler des détails les plus sombres, mais confia « Ce qui me hante encore, ce sont les berceuses que Mère Célestine nous chantait. Elle parlait d'enfants qui s'endormaient pour ne jamais se réveiller. À l'époque, nous pensions que c'étaient des comptines innocentes. Maintenant, je comprends qu'elle nous préparait psychologiquement à accepter notre sort. » Le docteur Lavergne était mort en 1867, laissant derrière lui des mémoires détaillées sur l'affaire. Dans ses dernières pages, il écrivait « J'ai vu beaucoup de choses terribles dans ma carrière de médecin, mais rien ne m'a autant marqué que cette conspiration du silence autour de la mort programmée d'innocents. Le plus effrayant n'était pas la folie de Mère Célestine,
mais la facilité avec laquelle une communauté entière avait accepté l'inacceptable au nom de la prospérité. En 1823, après l'effondrement de l'orphelinat, une commission d'enquête extraordinaire fut mise en place par le ministère de l'Intérieur. Les enquêteurs découvrirent que Marguerite Lascaux avait correspondu avec 12 autres directrices d'orphelinats à travers la France. Toutes utilisaient des pseudonymes religieux. Toutes dirigeaient des établissements où la mortalité infantile suivait des schémas troublants. L'inspecteur Charles Dumont, chargé de l'enquête, retrouva dans les décombres de la chambre de Mère Célestine un coffret de fer contenant des documents compromettants. Les lettres révélèrent l'existence d'une société secrète appelée les gardiennes de l'Ancien Pacte, active depuis le XVIe siècle. Ces femmes se transmettaient de génération en génération les rituels permettant de nourrir la terre avec l'essence vitale des enfants. Dans l'une des lettres, datée de 1822, une certaine sœur Béatrice de Lyon écrivait « Ma chère Marguerite, le temps du grand renouvellement approche. 7 fois 7 années se sont écoulées depuis le dernier grand rituel. Nos sœurs à travers le royaume se préparent. Les enfants sont prêts, leurs énergies convergent vers le point culminant. Après votre 7e cycle, la terre sera liée à nous pour un siècle entier. » Cette révélation glaça le sang des enquêteurs. L'orphelinat de Saint-Affrique n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste et terrifiant. Des ordres furent immédiatement envoyés pour enquêter sur tous les orphelinats mentionnés dans la correspondance. À Lyon, l'orphelinat Sainte-Béatrice fut perquisitionné. La directrice s'était enfuie, mais les registres montraient le même schéma. Des enfants mourant systématiquement autour de leur 7e anniversaire. Dans les caves, les enquêteurs trouvèrent un laboratoire alchimique où étaient préparées les potions données aux enfants pour les rendre dociles. À Toulouse, l'orphelinat Saint-Michel révéla une horreur différente. Les enfants n'y mouraient pas à 7 ans, mais disparaissaient mystérieusement pour réapparaître quelques jours plus tard, sans aucun souvenir de leur absence. L'examen médical révéla des traces de saignées rituelles sur leur corps. Leur sang était prélevé pour des cérémonies dont la nature exacte restait mystérieuse. À Bordeaux, la directrice de l'orphelinat Notre-Dame-des-Anges se suicida avant l'arrivée des enquêteurs, laissant une confession où elle décrivait comment elle avait été initiée à ces pratiques par sa propre mère, elle-même directrice avant elle. Le cycle de l'horreur se perpétuait de génération en génération, les filles étant endoctrinées dès leur plus jeune âge pour perpétuer ces traditions monstrueuses. Ce que les enquêteurs découvrirent de plus surprenant fut la résistance organisée de certains enfants dans ces orphelinats. À Saint-Affrique, Jules et Marie n'étaient pas les seuls à avoir conscience du danger. Un réseau secret d'enfants s'était formé au fil des années, transmettant des informations, des avertissements et parfois même tentant de s'échapper. Dans le grenier de l'orphelinat en ruine, on découvrit un journal tenu collectivement par les enfants depuis 1818. Chaque génération y ajoutait ses observations, ses peurs, ses espoirs. L'écriture malhabile de ces jeunes mains racontait une histoire de terreur quotidienne, mais aussi de solidarité extraordinaire. Un passage, écrit par un certain Thomas en 1821, était particulièrement poignant. « Nous savons que nous allons mourir. Mère Célestine nous regarde comme un fermier regarde ses poulets avant l'abattage. Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des enfants. Nous avons des rêves. J'aurais voulu devenir marin et voir la mer. Louise voulait être couturière. Pierre rêvait d'avoir un chien. Nous n'aurons jamais 7 ans et un jour. » Les enfants avaient même tenté d'alerter l'extérieur. Ils glissaient des messages dans le linge envoyé au village pour être lavé, gravaient des appels à l'aide sur les bancs de l'église lors des rares sorties, tentaient de parler aux visiteurs. Mais personne ne les écoutait, ou plutôt, personne ne voulait les entendre. Le procès qui s'ouvrit à Rodez en octobre 1823 fut qualifié par la presse de procès du siècle. 32 personnes étaient accusées, dont 15 notables de Saint-Affrique, 8 directrices d'orphelinat et 9 complices divers. La salle d'audience était comble chaque jour. Les journalistes venus de Paris relataient les débats dans les moindres détails. Le maire d'Elmas, principal accusé présent, Mère Célestine étant présumée morte, fit des révélations stupéfiantes. Il raconta comment, enfant, il avait assisté à l'arrivée de Marguerite Lascaux au village. Son père, alors maire,
était au bord du désespoir. 3 années de mauvaise récolte avaient ruiné le village. Des enfants mouraient de faim dans les rues. Marguerite Lascaux est arrivée comme une sauveuse. Elle parlait bien, elle avait de l'argent, elle promettait de transformer l'ancien orphelinat abandonné en refuge pour les enfants miséreux. Mon père a vu en elle un ange envoyé par la Providence. Ce n'est que plus tard, quand les premières morts suspectes ont commencé, qu'il a compris le prix de son aide. Le notaire Reynaud tenta de justifier sa participation en invoquant la pression sociale et les menaces. Mère Célestine savait tout sur tout le monde. Elle avait des informations compromettantes sur chaque famille du village. Ceux qui s'opposaient à elle voyaient leurs secrets révélés, leur réputation détruite. Elle tenait le village entier dans sa toile d'araignée. Mais c'est le témoignage de sœur Agnès qui bouleversa le plus l'audience. Elle raconta comment elle avait découvert la vérité progressivement, comment elle avait tenté de protéger les enfants dans la mesure de ses faibles moyens, comment elle vivait dans la terreur constante d'être découverte et de subir le même sort que les enfants. Le verdict tomba le 15 décembre 1823. Le maire d'Elmas fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Le notaire Reynaud écopa de 20 ans de la même peine. Les autres notables reçurent des peines allant de 5 à 15 ans de prison. Les directrices d'orphelinats capturées furent toutes condamnées à mort, sentence qui provoqua un débat national sur la peine capitale pour les femmes. Mais au-delà des condamnations individuelles, c'est tout un système qui fut mis en accusation. Comment une telle horreur avait-elle pu perdurer pendant 8 ans sans que personne n'intervienne? Comment des dizaines d'adultes avaient-ils pu fermer les yeux sur le massacre organisé d'innocents? Le procureur, dans son réquisitoire final, déclara « Ce procès révèle la face la plus sombre de l'humanité. Non pas tant la folie meurtrière de quelques individus, mais la lâcheté collective qui permet à de tels crimes de prospérer. Chaque villageois qui a détourné le regard, chaque notable qui a gardé le silence, chaque parent qui n'a pas posé de questions sur la mort suspecte d'un enfant, tous portent une part de responsabilité dans cette tragédie. » L'affaire de l'orphelinat de Saint-Affrique eut des répercussions dans toute la France. Une loi fut votée en urgence pour renforcer le contrôle des orphelinats. Des inspecteurs furent nommés dans chaque département avec obligation de visites surprises trimestrielles. Les registres de décès des établissements accueillant des enfants durent être transmis mensuellement aux autorités. L'Église catholique, éclaboussée par le scandale bien que Mère Célestine fût une usurpatrice, lança sa propre enquête. De nombreux établissements religieux authentiques ouvrirent leurs portes aux inspecteurs pour prouver leur bonne foi. Le pape lui-même publia une bulle condamnant les pratiques païennes et sataniques se dissimulant sous le voile de la charité chrétienne. Les francs-maçons, souvent accusés de complot, profitèrent de l'affaire pour dénoncer les véritables sociétés secrètes dangereuses. Un grand maître déclara publiquement « Pendant qu'on nous accuse de complots imaginaires, de véritables sectateurs du mal sacrifient des enfants dans l'indifférence générale. » Le docteur Lavergne, avant sa mort, avait entrepris une étude approfondie des effets psychologiques du traumatisme subi par les survivants. Ces travaux, poursuivis par Jules devenu médecin, jetèrent les bases de ce qui deviendrait plus tard la psychologie infantile. Ils observèrent que les enfants survivants présentaient des symptômes similaires, cauchemars récurrents, peur de l'autorité, difficulté à former des liens affectifs, hypervigilance constante. Jules lui-même souffrit longtemps d'insomnies et de crises d'angoisse à l'approche de la date anniversaire de sa libération. Ces observations permirent de développer les premières méthodes de traitement pour les enfants traumatisés. L'école fondée par Marie et Agnès devint un modèle, intégrant non seulement l'instruction mais aussi un soutien émotionnel pour les enfants en difficulté. Le professeur Charcot, célèbre neurologue parisien, vint étudier le cas des survivants de Saint-Affrique. Il écrivit « Ces enfants nous montrent la remarquable résilience de l'esprit humain, mais aussi les cicatrices indélébiles que laisse la confrontation précoce avec le mal absolu. En 1850, des travaux d'assèchement d'un marais près de Saint-Affrique révélèrent une découverte macabre. Des ossements d'enfants, bien plus anciens que ceux de l'orphelinat, furent mis au jour. L'analyse révéla qu'ils dataient du XVIIe siècle. L'horreur de l'orphelinat n'était que la continuation d'une tradition monstrueuse bien plus ancienne. Un érudit local, passionné d'histoire,
découvrit dans les archives épiscopales des mentions de disparition d'enfants remontant au XIVe siècle, toujours dans les mêmes circonstances, toujours au même âge. Le site de l'orphelinat semblait maudit depuis des siècles, attirant génération après génération des individus prêts à perpétuer ces sacrifices. Cette découverte relança les théories sur la nature du mal en ces lieux. Certains parlaient de forces telluriques nécessitant des sacrifices, d'autres d'une malédiction ancestrale, d'autres encore d'une simple tradition criminelle transmise secrètement à travers les âges. Marie, alors quinquagénaire, confia à un journaliste « Je ne crois pas aux malédictions. Je crois que le mal attire le mal, que les lieux où l'horreur s'est produite attirent ceux qui sont prédisposés à la perpétuer. L'orphelinat n'était pas maudit, il était simplement devenu un symbole, un point de ralliement pour les âmes les plus sombres. » Saint-Affrique ne se remit jamais complètement du scandale. La population diminua de moitié en 10 ans, beaucoup préférant recommencer leur vie ailleurs. Ceux qui restèrent transformèrent radicalement le village. Les anciennes familles de notables furent remplacées par de nouveaux venus attirés par les terres devenues bon marché. L'économie du village, autrefois prospère grâce au pacte, dut se réinventer. Les habitants se tournèrent vers l'artisanat, développant une tradition de poterie qui existe encore aujourd'hui. Ils voulaient créer quelque chose de beau pour effacer la laideur du passé. Un monument fut érigé en 1873, 50 ans après les événements, portant les noms des 47 enfants victimes. Chaque année, une cérémonie commémorative rassemble les habitants et les descendants des survivants. C'est devenu un moment de recueillement, mais aussi d'éducation, pour que jamais ne s'efface la mémoire de ce que l'indifférence peut permettre. L'histoire de l'orphelinat de Saint-Affrique reste l'une des pages les plus sombres de l'histoire de France du XIXe siècle. Elle révèle comment le mal peut s'institutionnaliser, comment une communauté entière peut devenir complice de l'innommable par peur, cupidité ou simple lâcheté. Jules, dans ses mémoires publiés posthumément, écrivit « Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que le mal n'a pas besoin de forces surnaturelles pour prospérer. Il lui suffit de trouver des êtres humains prêts à sacrifier leur humanité pour un bénéfice quelconque et d'autres prêts à fermer les yeux. » Marie, décédée en 1881, laissa dans son testament une somme importante pour créer une fondation de protection de l'enfance. Cette fondation existe toujours, veillant sur les orphelinats de la région, s'assurant qu'aucun enfant ne soit jamais plus abandonné aux mains de prédateurs déguisés en bienfaiteurs. L'affaire influença profondément la législation française sur la protection de l'enfance. Les lois votées après le scandale posèrent les bases du système moderne de protection des mineurs. En ce sens, le sacrifice involontaire de ces 47 enfants ne fut pas totalement vain, il permit de sauver des milliers d'autres dans les décennies qui suivirent. Aujourd'hui, les ruines de l'orphelinat ont totalement disparu, recouvertes par la végétation. Seuls quelques vieux murs témoignent encore de l'existence du bâtiment maudit. Les visiteurs qui s'y aventurent rapportent parfois entendre des rires d'enfants portés par le vent, comme si les âmes des victimes avaient enfin trouvé la paix et la joie qui leur avaient été refusées de leur vivant. L'histoire de l'orphelinat de Saint-Affrique nous rappelle que le véritable mal ne vient pas de forces occultes ou de malédictions ancestrales, mais de la capacité humaine à déshumaniser les plus vulnérables, à transformer des enfants en objets de transaction, en monnaie d'échange contre une prospérité illusoire. Elle nous enseigne surtout que le silence face à l'injustice est une forme de complicité, et que le courage d'un seul homme, comme le docteur Lavergne, peut parfois suffire à briser le cercle de l'horreur. Les derniers survivants directs de cette tragédie sont morts depuis longtemps, mais leurs témoignages continuent de résonner à travers les âges. Ils nous rappellent que la vigilance est le prix de la protection des innocents et que jamais nous ne devons permettre que l'intérêt collectif justifie le sacrifice des plus faibles.